J'ai l'impression de me préparer à courir un sprint. Donc, et ça commence, donc je suis déjà en retard. Donc, le référentiel d'intervention en lecture, c'est un projet du ministère qui a été élaboré il y a quelques années, qui touche différentes sphères d'intervention, dont la compréhension en lecture de textes courants chez les élèves de 10 à 15 ans. Bon, donc, lire pour comprendre, donc oui. Moi, le référentiel, je l'ai vécu comme enseignant, je l'ai vécu comme conseiller pédagogique, puis le but premier, c'est vraiment d'amener nos élèves à comprendre des textes courants, et c'est primordial pour un élève de comprendre un texte courant. Et même nous, dans la vie quotidienne, on envoie des textes courants, les élèves vont en voir jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est déjà rendu à la prochaine diapositive. Le projet, on l'a articulé, c'est un déploiement qui a été progressif dans les écoles. À ce jour-ci, il y a 2800 élèves qui sont touchés dans notre commission scolaire au premier cycle, puis on a 40 à 50 enseignants qui ont aménagé ce projet-là dans leur horaire. Donc, qui sont les acteurs impliqués? Je l'ai nommé, il y a les enseignants, il y a des orthopédagogues, il y a le conseiller pédagogique, il y a les directions dans les écoles, il y a les gestionnaires des services éducatifs, je pointe Vincent qui est assis juste ici, et puis chacun des acteurs est amené à exercer un leadership qui est différent, mais qui est primordial dans la mise en place de ce projet-là. Donc, la pertinence des tests de dépistage, oui. Donc, à la base du référentiel, il y a des tests diagnostiques qu'on appelle, qui sont utiles pour établir des portraits de classe, pour faire des sous-groupes, pour organiser la planification des enseignants, les interventions, l'enseignement, puis l'évaluation. Ensuite, la technologie au service des portraits de classe, Jean, tu vas être content. On a utilisé un logiciel de gestion des apprentissages qui se nomme Moodle afin de réaliser nos tests diagnostiques. Ça permet de corriger rapidement. Ça permet d'avoir accès à des portraits de classe en couleur de façon rapide pour les enseignants. Puis ça permet de travailler à partir des données probantes rapidement. Ensuite vient, à partir des portraits de classe qu'on a, donc on travaille à partir de la pyramide de réponse à l'intervention, les différents acteurs. Ça favorise la fréquence d'intervention dans le temps pour les élèves, puis ça permet de savoir qui fait quoi, puis quand est-ce qu'on le fait. À la base du référentiel et de l'enseignement des stratégies de lecture, donc, il y a l'enseignement explicite. Ça représentait un changement de pratique pour plusieurs de nos enseignants. Donc, on enseigne plus, on évalue moins, on est plus souvent en apprentissage, moins souvent dans l'exercisation. À ce compte-là, c'est vraiment là que ça représentait un changement de pratique. Pour le choix des stratégies de lecture qu'on a décidé d'utiliser, nous, à la Commission scolaire de la Beauce-Chemin, au primaire, on utilisait ADEL depuis quelques années. Donc, pour le secondaire, on a continué afin que les élèves voient un lien dans le temps, là, à travers leur parcours. Je pourrais même me permettre d'avancer. Donc, des moments de concertation. Les enseignants ont été appelés à se concerter, oui, et puis à se concerter une fois par cycle, dans des périodes qu'on prévoyait quand l'année commençait. On prévoyait aussi 2 jours pour analyser les tests de dépistage, pour faire créer les sous-groupes à partir des portraits de classe qu'on avait, une journée en septembre, puis une journée plus tard dans l'année. Ça a demandé aux enseignants un ajustement au niveau de leur pratique. Donc, durant les concertations, on soulignait les bons coups, on soulignait ce qu'il y avait amélioré. Il y avait une co-construction des apprentissages au niveau de l'enseignement explicite des stratégies. Puis, durant ces concertations-là, il y avait un membre de la direction. Donc, on passe au travail collaboratif. Il y avait un membre de la direction, le conseiller pédagogique, il y avait l'orthopédagogue, les enseignants impliqués. Et puis, ça faisait en sorte qu'il y avait une collaboration au niveau des idées chez les enseignants, une collaboration au niveau de la planification, puis une collaboration avec la direction, l'orthopédagogue, le conseiller pédagogique. Pour l'enseignant, ça a demandé de revoir sa planification. Donc, comme je le mentionnais, on passe beaucoup de temps à enseigner, on passe moins de temps à évaluer, moins de temps au niveau de l'exercisation, et puis les enseignants étaient en mesure de voir là, les effets plus bénéfiques de leur enseignement chez les élèves. À ce compte-là, c'est une plus-value pour eux, c'est un gain qui est mesurable. Pour les élèves, donc, eux aussi devaient apprendre à planifier, parce que dans l'enseignement explicite, il y a des pratiques plus autonomes. Eux, ils devaient réinvestir ce qu'ils avaient appris dans des pratiques plus autonomes. Donc, ça leur demandait à apprendre à planifier. S'ils sentaient le besoin de se joindre à un sous-groupe, ils pouvaient le faire aussi. À ce compte-là, c'est important pour eux. Pour l'élève et l'enseignant, donc, ça leur a permis de partager des moments d'apprentissage. Donc, c'est plus uniquement l'enseignant qui avait le monopole d'enseigner,
notamment lors de la pratique guidée en enseignement explicite. Donc, on co-construit des apprentissages et c'est un des points qui a été soulevé autant par les élèves que par les enseignants. Donc, pour l'élève et les enseignants, une régulation des apprentissages. Oui, il y avait un carnet de bord qui suivait les élèves et qui mesurait l'évolution de leurs apprentissages. C'est un outil qui était apprécié autant pour l'enseignant, pour ajuster les sous-groupes, que pour les élèves, pour mesurer dans le temps la progression de leurs apprentissages. Pour l'élève, devenir plus autonome, et ça, c'est primordial aussi, c'est au centre même du projet qu'on a implanté, parce que les élèves devaient comprendre la signification de leur carnet de bord. Ils devaient comprendre que ça les suivait. OK, j'ai évolué à ce niveau-là, il me reste beaucoup de travail à faire là. Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour continuer à progresser dans mes apprentissages? Développer les compétences en même temps. Donc, pour les enseignants, ça aussi, ça leur représentait un changement de pratique assez important. Au lieu d'y aller en tunnel, OK, aujourd'hui, on va faire de la lecture, demain de l'écriture, demain de la communication, ben, ça les a obligés à imbriquer les compétences ensemble et aussi au niveau de l'interdisciplinarité. Donc, les stratégies de lecture, ce n'est pas uniquement l'affaire du français. On a débordé aussi en histoire, comme je déborde dans ma diapositive présentement. Apprendre à aimer lire. Donc, il y a lire pour apprendre, puis apprendre à lire. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'est que nos élèves se sentent compétents en lecture afin qu'ils apprennent à aimer lire. Parce que des textes courants, ils vont avoir à en lire souvent. Et finalement, prendre le temps de, donc je vais prendre le temps de finir, en vous disant que pour qu'une école devienne plus autonome dans ce projet-là, ça prend environ 5 ans, grosso modo. Ensuite, donc, ça permet aussi aux enseignants de partir d'une compréhension commune pour lancer un projet. Donc, on prend le temps de vraiment asseoir nos bases, on se lance dans ce projet-là. Il y a un accompagnement qui est sérieux. Au bout de 5 ans, on sent que les écoles sont plus autonomes. Et puis, on fait des choix qui sont judicieux pour se lancer dans ce projet-là. Et je finirai en disant que prendre le temps de lancer un projet, puis prendre le temps d'accompagner des équipes écoles, je pense que c'est primordial là, dans la réussite d'un projet de cette envergure-là. C'est noir, j'arrête. Merci. Alors, Madame Van Lin. Merci pour cette présentation. Alors, on est en lecture au secondaire, donc cette fois-ci, on sort un petit peu plus de mon champ, mais j'ai une couple de questions quand même. Peut-être, pour rebondir sur votre conclusion, j'ai eu un 2 secondes d'inattention au départ. Vous êtes conseiller pédagogique? Oui. Donc, votre rôle est d'accompagner les écoles? Oui. Je trouve ça intéressant que vous mentionniez que ça prend 5 ans d'accompagnement pour rendre une école autonome. Ça permet, je pense, de souligner que le changement, c'est pas toujours du clé en main, puis qu'il y a un gros travail derrière. Et je voulais peut-être revenir plus particulièrement. Je comprends qu'il y a 2 formes de concertation particulières, notamment celles de début d'année qui sont plus sur le classement, le portrait de classe, l'analyse des difficultés de chaque élève, mais qu'il y a aussi des concertations sur l'ajustement des pratiques de soutien. Exactement. Parce que j'imagine qu'il y a là un gros nœud pour le conseiller pédagogique, puis j'aimerais ça vous entendre sur votre rôle de conseiller pédagogique dans cet accompagnement des pratiques de soutien. Je pense que c'est un gros mandat. Oui, oui, c'est un gros mandat. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de vivre ce projet-là comme enseignant avant de le vivre comme conseiller pédagogique. Donc, je pouvais prévoir à travers l'année quels seraient les incontournables, les impondérables, les difficultés auxquelles seraient confrontés les enseignants. Je vous dirais que le rôle du conseiller pédagogique, c'est de faire en sorte que tout ne soit pas compliqué pour les enseignants, parce que ça demande beaucoup de changements de pratique pour eux. Donc, c'est de prévoir le coût, de les rassurer surtout, parce qu'on travaille avec des humains. Ensuite, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise dans chacune des sphères d'intervention, autant au niveau de l'enseignement explicite qu'au niveau de la compréhension des stratégies de lecture, qu'au niveau du nouveau vocabulaire que ça implique, ces stratégies-là. Et puis, je pense que c'est vraiment d'agir pour faciliter la tâche des enseignants. Okay. Puis juste peut-être pour poursuivre là-dessus, vous avez souligné qu'il y a aussi tout un retour réflexif qui est fait avec l'élève, avec le carnet de bord, donc l'élève est impliqué dans son cheminement. Est-ce qu'il y a une place pour l'élève dans les rencontres de concertation ou est-ce qu'il y a un lien qui est fait explicitement entre les rencontres de concertation et l'élève? Donc, quelque part, est-ce qu'il a un rôle dans cet ajustement du soutien qu'on lui apporte?
Bien, c'est sûr qu'à partir de la régulation qu'on fait, notamment après le premier bulletin, parce que c'est les données qu'on a, aussi après les évaluations formatives, c'est sûr qu'on travaille toujours pour les élèves. Donc, oui, à partir des résultats des élèves, des chiffres qu'on a, on va ajuster nos pratiques, on va ajuster le tir, mais en tant que tel, les élèves n'ont pas de rôle central, qui est central là, à jouer dans les concertations. Merci.